Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. Nous allons vous proposer de démarrer ce programme par 7 sessions dans lesquelles on va aborder différents sujets. Alors c'est aussi bien la traduction, le doublage, le sous-titrage, la génération de voix, l'animation faciale, la synchronisation labiale, la génération de dialogue, et puis l'immersion des sens avec la 4K et le Dolby Atmos. Voilà, donc on va commencer avec Côme de Marigny, cofondateur de X and Immersion. Tout à fait, bonjour. Donc X and Immersion, X and Immersion, ça marche dans plusieurs langues, c'est pour ça qu'on l'a écrit comme ça. Bonjour à tous. Déjà, je suis honoré d'ouvrir cette conférence et de pouvoir parler un petit peu de ce que nous on fait chez X and Immersion et surtout de tous les sujets de l'intelligence artificielle générative, parce qu'ils sont nombreux, complexes, parfois problématiques, mais surtout très intéressants. Donc très rapidement, X and Immersion, donc moi je suis cofondateur chez X and Immersion, on a créé cette société en 2021 et l'objectif c'était d'utiliser l'intelligence artificielle comme outil pour la production dans les jeux vidéo. Et donc essayer d'aider les équipes créatives, d'apporter des nouvelles méthodes, des nouvelles options, des nouvelles expériences créatives par le biais de l'intelligence artificielle. Et donc on a fait notre petit bout de chemin et aujourd'hui on a 3, on va dire, grands outils qu'on va apporter à des studios de jeux vidéo à la base, mais en fait, bon, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, le jeu vidéo et l'animation c'est quand même des outils qui se recoupent pas mal, c'est des problématiques qui sont similaires. Et aujourd'hui donc on apporte 3 outils principaux à ces studios-là. Des outils pour générer du texte, donc vraiment de la narration soit dynamique, soit pendant la production. Faire du doublage vocal. Donc on va pouvoir cloner les voix d'acteurs, et donc ça c'est un très très grand sujet. Il y a beaucoup de problématiques éthiques, de propriété intellectuelle autour de ça, et donc il faut le regarder avec précaution. Et finalement, dans la dernière chaîne de valeur, ce qu'on va pouvoir apporter, c'est de la synchronisation labiale automatique. Donc, que ça soit un personnage en 3D, peu importe le standard, peu importe l'outil, on va pouvoir animer automatiquement sa voix. Et c'est des accélérations de temps qui sont énormes par rapport à ces studios, là où l'animation, c'est quelque chose d'extrêmement long et coûteux pour eux. Mais on va parler un peu plus d'intelligence artificielle générative parce que ça fait du bruit. Ça, c'est un panorama de l'IA qui a été fait par Euraseo au début de l'année sur tous les outils d'intelligence artificielle, alors dans le jeu vidéo, mais en fait sur tout un tas de verticales qui vous concernent aussi. Donc l'animation, la 3D, la musique, la voix, les agents et puis même plein d'autres choses. Les data, les analytics. Là, il y a à peu près une centaine de boîtes, je crois. L'année dernière, il y en avait 80. L'année d'avant, il y en avait 35. Donc, c'est vraiment un secteur qui est en train d'exploser. Depuis ChatGPT, ça ne cesse de grossir, de créer de nouvelles idées et de nouveaux produits. Et donc, c'est une avancée technologique qui est particulièrement intéressante, mais sur laquelle il faut quand même prendre des précautions, parce qu'on voit nos compères américains qui ont tendance à faire d'une certaine manière l'intelligence artificielle. On l'a vu récemment avec ChatGPT 4o. Il y a eu un petit problème avec Scarlett Johansson, vous avez peut-être entendu parler. Voilà, donc c'est ce genre de sujet sur lequel plus il y a d'acteurs, plus il y a de risques que certains fassent les choses de mauvaise manière et que ça devienne un standard et qu'en fait on puisse plus s'en démêler plus tard. Ce qui est sûr, c'est que de toutes ces boîtes, en fait, il va y en avoir d'autres, il va y en avoir plus. Et en fait, l'IA va devenir un outil quasiment obligatoire dans les productions futures. La manière dont nous, on le voit, et je pense que c'est quelque chose qui est très important et dont la réalisation commence à apparaître de plus en plus, c'est l'IA générative va remplacer personne. C'est vraiment un outil qui va permettre de produire plus. De la même manière que Excel n'a pas remplacé les comptables, je ne pense pas qu'un ChatGPT va remplacer les narrative designers, d'ailleurs il est assez mauvais là-dessus,
ou que nous, on remplacerait des animateurs ou des voice actors. Il faut faire gaffe tout de même parce que c'est pas, c'est pas évident non plus. Mais voilà, si on prend l'IA générative comme un outil qui permet de faire plus, qui permet de faire plus vite, qui permet de tester plus rapidement, ce dont nous on se rend compte dans nos expériences, c'est que les boîtes avec qui on travaille sont beaucoup plus créatives parce qu'elles se permettent de tester tout un tas de choses auxquelles déjà nous on n'aurait jamais pensé. On est une équipe d'ingénieurs, on est 12 ingénieurs dans la boîte. On sait faire des outils, on ne sait pas faire des créations artistiques. Par contre, nos clients, eux, ils savent le faire. Et ils ont toujours des idées hyper innovantes sur la manière d'utiliser nos outils. Et l'IA est très très forte pour rendre quelque chose de partir d'une idée simple et de la rendre un peu plus complexe, un peu plus profonde, un peu plus garnie, mais va être très mauvaise pour avoir de la cohérence sur le long terme. Typiquement, on demandait à une IA d'écrire un script qui va faire une 15-20 de pages. Au bout de 3 paragraphes, on ne parle plus des mêmes personnages, plus de la même histoire, et au bout de 5 pages, en fait, l'intrigue n'a aucun sens, aucune profondeur. Le dessin artistique, c'est quelque chose que l'IA n'a pas. Par contre, vous lui donnez un squelette narratif, là, il peut se passer des trucs. Là, on va pouvoir avoir de la complexité, des embranchements, des choses plus intéressantes. Et ensuite, quand on rentre dans les soucis de production, c'est là qu'on va avoir donc, tous ces outils-là qui vont pouvoir être utiles. Je vais passer rapidement sur 2 ou 3 outils que nous, on développe et qu'on va proposer à des studios. Alors, pardonnez-moi, je ne les ai pas traduits, mais ce n'est pas particulièrement intéressant. Dans l'idée, on a un outil qui permet de cloner des voix. Donc, on va pouvoir travailler avec un studio, un acteur ou une actrice, et à partir de quelques minutes d'enregistrement de sa voix, on va pouvoir la répliquer à l'infini, même de manière émotionnelle, et de donner des outils à un sound designer, à un directeur audio, de changer un petit peu les intensités des émotions, de changer la vitesse, de faire vraiment un travail de directeur en disant bah voilà, je veux que mon IA elle soit un peu plus percutante, là je veux qu'elle soit un peu plus triste, mais faire ce travail tout seul sur son ordinateur, juste avec des boutons, des sliders. Et donc ça permet d'accélérer, si c'est ne serait-ce qu'utilisé pendant les phases de production avec des placeholders et que c'est censé être remplacé plus tard, ça permet d'optimiser énormément de phases de production. Donc sur les animateurs qui vont arriver après, sur en fait toute la génération d'une scène, ça permet d'avoir un peu les timings, de savoir ok, en fait je pensais que cette phrase allait durer 5 secondes, mais quand on y rajoute les émotions, il y a tellement de mouvements qu'il faut changer le cadre, il faut changer le plan. C'est des choses qu'on voit chez nos clients. Et un autre cas d'usage qu'on a avec cette technologie, et c'est ça qui est passionnant, c'est on peut utiliser une voix et la traduire dans plein de langues. Et donc, par exemple, je pourrais cloner ma voix et vous faire exactement cette présentation en chinois, en italien, en allemand, en arabe, alors que je ne parle pas ces langues. Mais le modèle d'IA de ma voix pourrait imiter mon timbre de voix dans toutes ces langues-là. Et ça, ce que ça permet, c'est des studios qui n'auraient pas eu les moyens de faire doubler leur jeu dans toutes ces langues-là, peuvent désormais se dire, bon, ben, on va tester tous ces marchés-là, on va faire un produit qui est un peu moins qualitatif que si on l'avait fait avec des acteurs, bien évidemment, et actrices, mais on va aussi le faire à un coût 10 à 100 fois moins cher. Donc ça permet de tester un petit peu le marché, de voir est-ce que en fait, tel type de production fonctionne bien à ces endroits-là ou pas, est-ce que c'est intéressant du coup de le faire pour de vrai ou pour la prochaine production de le faire avec des vrais acteurs. Mais l'acteur qui fait la voix originale, il va quand même être rémunéré pour cette utilisation. Excellente question, et c'est un des sujets les plus importants. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas encore de standard, d'habitude qui est prise sur le marché pour les contrats qui permettent ou non le clonage vocal. Nous, chez Xanimation, on a publié une charte éthique et on l'impose à tous nos clients à chaque fois qu'on doit cloner la voix de quelqu'un. Et en fait,
ce qu'on demande, c'est que les acteurs, les studios, les acteurs et les studios aient une discussion sur tous les termes dans lesquels ils acceptent de cloner une voix. Et donc, il y a plein de sujets. Il y a les territoires d'utilisation, il y a le temps d'utilisation, il y a l'œuvre pour laquelle ça va être utilisé, mais aussi les langues, la quantité de données générées. Typiquement, si je clone ma voix, je génère 200 000 lignes de dialogue, voice line, mais qu'au final, je n'en utilise que 2000, je suis rémunéré combien sur les 200 000 et combien sur les 2000 qui sont utilisés à la fin. Et si en fait, il y en a qui sont utilisés pour du marketing, des pubs, est-ce que je suis payé différemment? Et si il y en a qui sont utilisés dans des langues que moi, je ne peux pas parler, est-ce que je suis payé un peu entre les deux, un peu plus, un peu moins? Ça, c'est des sujets qui doivent être... On demande à ce qu'ils soient discutés entre l'acteur et le studio, mais on ne peut pas imposer de chiffres. Déjà, on a des exemples où on a des gens qui travaillent, des sound designers dans des studios qui disent moi, je veux cloner ma voix et l'utiliser en placeholder pendant 2 ans. Il n'y aura rien dans le produit final, mais je veux juste avoir le droit de l'utiliser et pas être rémunéré. Alors, si je comprends bien, l'acteur original, il va gagner probablement un peu plus. S'il n'y avait pas ces dispositifs-là, on ne ferait peut-être pas de version pour 100 pays ou 50 pays, parce qu'il n'y a pas les moyens de le faire. Et donc, finalement, on est dans un système où il y aura plutôt plus de recettes pour le personnel, les acteurs, et une plus grosse diffusion, donc une plus grosse perception de droit par le producteur. Donc on est dans un système qui pourrait être gagnant pour tout le monde. Inch'Allah, comme on dit. Tu veux pas te mouiller, là, hein? Non, alors, oui, dans l'idée, c'est ça. D'accord. Après, je peux pas dire c'est absolument ce qui va se passer. Déjà, nous, on a cette éthique de travail, on a cette manière de voir l'implémentation de nos outils. C'est pas le cas de tout le monde. Et on sait qu'il y a des boîtes aux États-Unis qui ne le font pas comme ça. C'est encore pire en Chine, où ils se posent beaucoup moins ce genre de questions. Déjà que le droit d'auteur en France est un statut très particulier parce qu'on essaie de protéger nos créations. On a un peu tous ces prérequis où on essaie de faire les choses bien. Après, on ne peut pas non plus prévoir comment va réagir le marché à ça. Bien sûr, mais on a intérêt à trouver entre nous des accords entre les sociétés d'auteurs, les acteurs, les producteurs, pour mettre en place et avoir notre dispositif qui fonctionne avec ça, plutôt que de se dire, parce que si nous on sait traduire en chinois, les Chinois ils sauront aussi traduire en français. Tout à fait. Et si on veut garder cette part-là du travail et qu'elle ne se passe pas en Chine, il faut que chez nous, on ait mis en place des dispositifs juridiques et techniques pour pouvoir le faire. Absolument. Alors on en discutait tout à l'heure. Je pense qu'il doit y avoir des conventions qui doivent s'installer, des standards, des habitudes sur des volumes de rémunération et des termes classiques qui vont pouvoir être acceptés dans le futur. C'est quelque chose qui est encore en construction parce que ces technologies sont très jeunes, elles évoluent très vite et aujourd'hui on a des modèles avec 15 secondes de la voix de quelqu'un, en fait j'ai déjà assez de données pour le faire parler à l'infini dans 10 langues. Ça va très vite, c'est-à-dire on m'envoie un message vocal sur WhatsApp, j'ai déjà assez de données. Donc comment est-ce qu'on se protège de ça? Ça devient très vite compliqué. Donc c'est pour ça que là, les sociétés d'auteurs et les producteurs qui commencent à mettre en place, on va dire, des échanges pour voir comment structurer et mettre en place un régime autour de ça, c'est très important de comprendre qu'on doit le faire et on doit le faire rapidement si on ne veut pas que ce soit d'autres qui le fassent à notre place. Absolument, il faut le faire rapidement, il faut le faire intelligemment, mais il faut aussi le faire en sachant que la technologie évolue très très vite. Parce qu'il y a 2 ans, quand ChatGPT est sorti, quasiment 2 ans jour pour jour, toutes ces problématiques-là, on n'en parlait pas, ou presque pas. Donc, ce qui s'est passé ces 2 dernières années, c'est une accélération inédite de la technologie, des moyens de production et de
de distribution d'œuvres créatives qui sont aujourd'hui complètement nouvelles. Il y a 2 semaines, je crois qu'il y a eu le premier, pas sûr que ce soit le premier, mais il y a eu un AI Film Festival, donc un festival de films produit par intelligence artificielle, qui a été hosté par Artefact, si je ne me trompe pas, avec une quinzaine de créations de shorts, de films de quelques minutes, intégralement produits par IA. Oui, oui, j'ai vu aussi un long métrage, Des longs métrages entièrement aussi. produit par IA Avec quand même sur beaucoup de travail humain le derrière. pays où naissent les robots ou un truc comme ça. Je vais dire, je me suis accroché à mon bureau pour le regarder entièrement. Oui, mais il y a 2 ans, c'était impossible. Et aujourd'hui, on a déjà ça. Donc qu'est-ce qu'on aura dans 2 ans? Et la vitesse à laquelle ça évolue nous dit que si on doit accepter cette technologie, parce que de toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix, comme il faut qu'on se décide assez rapidement de comment est-ce qu'on les accepte et de manière suffisamment souple pour laisser un peu de marge de manœuvre sur les nouvelles technologies qui vont arriver, les nouveaux usages. Il te reste 4 minutes. Oui, je sais. Je vais parler rapidement d'un... Donc, typiquement, un des cas d'usage qui arrive régulièrement, donc on fait aussi de la synchronisation labiale automatique, et on a des modèles d'IA qui vont se nourrir du texte qui a été écrit et de la voix qui a été prononcée pour automatiquement générer de la synchronisation labiale sur des modèles 3D. Donc nous, on est compatible avec Character Creator, MetaHuman, Ready Player Me et tout un tas d'autres. Là où c'est particulièrement intéressant, c'est que ça ne fait pas une animation qui est fonctionnelle, enfin qui est utilisable à 100%. La qualité d'une synchronisation labiale, même avec des micro-émotions, du mouvement des yeux, etc., c'est vachement bien, mais ça ne sera jamais aussi bien que ce que fait un humain. Et donc on vient vraiment apporter ce type d'outil comme on va remplacer tout le travail fastidieux de l'animation et permettre à un animateur de passer juste 10 minutes par animation en faisant des petites corrections, en mettant un peu plus d'émotion, en faisant quelques petites corrections, et ensuite il peut vraiment accélérer son travail. Et ça marche aussi vachement bien. On peut l'intégrer dans, par exemple, on a des studios qui font de la motion capture, donc d'acteurs en anglais, et par contre pour toute la traduction de leur jeu, nous on va juste aller ajouter un masque sur le modèle 3D de la synchronisation labiale, fait automatiquement avec la voix de tous les acteurs dans les autres langues. Et donc ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la production de ces animations. Et donc ça, c'est 2-3 retours qu'on a eu de clients. Et en fait, celui qui est intéressant, c'est celui qui est au milieu. Un de nos clients, à la base, il mettait 1 semaine pour faire une phrase d'animation et quelques jours de polish derrière. Avec notre outil, ils sont passés à 10 minutes par phrase d'animation. Donc c'est vraiment une accélération très rapide, plus à peu près le même temps de polish et d'intégration à la scène. C'est une accélération qui change beaucoup de choses en fait dans les capacités de production d'un studio. Et ce que eux, ça leur a permis de faire, c'est d'augmenter la qualité de l'animation qu'ils allaient avoir dans tous leurs jeux pour qu'elle soit au même niveau que celle de leur cinématique. Et donc ils ont viré personne, ils n'ont pas changé leur budget, mais ils ont amélioré la qualité de leur jeu. Et pour nous, c'est un peu un des meilleurs exemples qu'on peut avoir de l'utilisation de ces technologies. Ça améliore la qualité du produit final, et en fait, le budget n'a pas beaucoup changé par rapport à ce qu'ils avaient avant. Je peux vous montrer rapidement une petite animation de ce que ça apporte. Donc ça, c'est un MetaHuman, et l'animation, c'est uniquement la sortie brute, entre guillemets, de notre intelligence artificielle, sachant qu'elle est remodifiable derrière par, en l'occurrence c'est sur Unreal, donc un animateur peut revenir et faire toutes les petites corrections. Et donc tous les mouvements du visage sont uniquement faits par l'IA, et il me semble que le temps de calcul pour cette animation, c'est moins d'1 seconde.
Et tout ce qui est yeux, expression, etc., sont aussi gérés en fonction de son intonation ou de son phrasé. En fait, on va même reconnaître les émotions dans le texte et dans la voix pour aller activer certaines émotions à différentes intensités en fonction de ce que dit le personnage. Donc à partir de ça, un animateur peut venir faire les petites corrections, faire les ajouts qui sont nécessaires. Et encore ça, je crois que c'est un modèle qu'on a fait en interne il y a quelques mois et on en a des nouveaux qui sont en train de... D'accord, et vous avez fait des prestations notamment pour le secteur du jeu vidéo. Tout à fait. Et pour l'animation, c'est quelque chose qui... Alors, c'est les mêmes outils, c'est pas les mêmes échelles, donc l'avantage n'est pas forcément aussi évident pour un studio d'animation que pour un studio de jeu, parce qu'un studio de jeu va potentiellement avoir 200 000, 300 000 lignes de dialogue à animer, ce qui n'est pas le cas dans un film d'animation. Et donc l'accélération est d'autant plus forte pour eux. Alors je voulais parler un peu de tout ça, mais on les a évoqués. Il y a tout un tas de verrous dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je vais aller très vite, mais il y a beaucoup de ces technos qui sont basés aux US, et c'est aussi des technos qui ont une sacrée empreinte carbone. Je vois des dessins qui arrivent. C'est une empreinte carbone très importante de l'intelligence artificielle qui est en train de se réduire, et c'est un sujet sur lequel il faut être très vigilant. J'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais laisser la parole au suivant. Merci. Alors, merci Com. Et maintenant, nous allons accueillir Florian Stegre, qui est fondateur de non, je sais pas pourquoi on va générer une voix, sketch, on va reprendre ça avec une voix générée. Voilà. Et donc, tu vas nous parler aussi de nouveaux services que vous mettez en place, et notamment pour la filière animation. Exactement. Bonjour à tous. Donc, du coup, l'idée... Alors, je ne vais pas l'approcher trop proche au niveau du réglage. Donc, moi, je vais faire vraiment un focus sur la partie localisation. Comme on le disait au début, les revenus, c'est le cœur de beaucoup d'entreprises. Et donc, du coup, quand on a du bon contenu, pourquoi pas faciliter sa localisation et sa distribution à l'international. Ça permet justement d'aller sur de nouveaux marchés qui sont moins bien servis. Donc déjà, je vais commencer une rapide image sur qui est CheckSub. CheckSub, c'est une entreprise que j'ai fondée il y a 7 ans. C'est une entreprise française qui aujourd'hui compte 6 personnes. Il faut savoir qu'on est tous en télétravail, donc tout le monde n'est pas en France. Moi, je ne suis pas très loin puisque je suis dans le sud des Landes. CheckSub, à la base, c'est une entreprise que j'ai créée parce que j'ai découvert que créer des sous-titres pour localiser du contenu vidéo, c'était l'enfer. Et il y a 7 ans déjà, j'ai commencé à réfléchir à comment on pouvait utiliser la technologie pour faciliter le travail et garder une partie d'humain, mais simplement que cette tâche avec l'humain soit plus rapide. Et donc, l'objectif, c'était d'avoir la même qualité tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Et donc, on a gardé ce principe en disant qu'il faut la meilleure technologie pour l'encapsuler dans un éditeur que l'humain va pouvoir facilement utiliser et facilement adapter. Et en fait, en 2022, on s'est dit, il y a des nouveautés qui arrivent sur le marché. Il y avait ChatGPT et puis il y a aussi d'autres technologies qui permettaient d'aller plus loin. Le sous-titrage répond à une partie de la demande, mais une grande partie de la demande au niveau Amérique du Sud, Espagne, plein de pays plutôt du Sud qui sont extrêmement demandeurs de doublage, nous demandaient de travailler sur une solution de doublage. Et le doublage avec l'IA commençait à arriver et commençait à avoir des résultats qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui et qui ne sont pas ceux de demain, mais qui commencent à être intéressants. Donc on a commencé à travailler sur cette solution avec la même approche. Comment réussir à avoir le résultat le plus qualitatif en s'appuyant sur la technologie et tout en gardant l'étape d'édition pour arriver au niveau attendu. En fait, on ne veut pas détruire le contenu en disant on balance le truc, on a 20 000 langues et puis voilà, c'est disponible chez tout le monde
et au final, l'expérience de l'audience, elle est dégradée. Donc même si les attentes ne sont pas les mêmes suivant les pays, on essaye de plutôt tirer le marché par le haut plutôt que de le tirer par le bas au niveau de la partie automatique. Donc on a commencé sur la partie vidéo, pas forcément sur la partie animation pure. Donc là, c'est une démo typique, par exemple, de ce qu'on est capable de faire en 1 minute. Bonjour, je suis Antoine Amiel et j'ai créé Learn Assembly en 2013. Hi, I'm Antoine Amiel, Learn Assembly's 2013 founder. Learn Assembly's mission is to give the training sector the strategic place it should have to respond to all the societal challenges we're facing. The arrival of artificial intelligence, the ecological transition, energy and food sovereignty. At some point, the issue of skills and... Donc là, ça vous donne une idée de la couverture complète. En fait, on a pris une vidéo, on l'a mis dans le CheckSub, on a généré la transcription, on a généré la traduction, on a ensuite généré une voix, et ensuite on a animé les lèvres du personnage initial. Alors l'idée, c'est que initialement, le doublage, c'était pas tout de suite d'aller voir le cinéma pour dire ah, on a une technologie de doublage, c'est magique, ça va révolutionner le secteur. C'était pas le cas. Et donc du coup, on a commencé plutôt par du corporate, comme on l'a vu dans l'exemple juste avant. On a travaillé avec Michelin, on a travaillé avec Otto Group, qui est un grand groupe allemand, et ça nous a permis d'améliorer les modèles, d'améliorer l'éditeur, d'améliorer un peu tout ça avant de pouvoir en fait monter et améliorer la technologie au fur et à mesure, et du coup aller chercher des cas d'usage plus compliqués et qui étaient à la recherche de quelque chose de plus qualitatif. Donc aujourd'hui, par exemple, on a ensuite travaillé avec l'EDEC, avec en France, là j'ai mis vraiment des références françaises, mais on a beaucoup de références aussi internationales. On a Neo TV sur la partie média web, on a la partie Explore Média, on a Brut, et on a maintenant le marché de l'audiovisuel, de l'animation, du cinéma qui font des tests, qui ont déjà mis en production, mais qui sont beaucoup plus discrets, en France notamment. Et on a beaucoup de contrats qui ne me permettent pas de divulguer les noms. Mais donc du coup, il y a des sujets, ça avance. Et du coup, c'est important de savoir ce qui se fait, ce que la technologie permet, et puis aussi du coup de réfléchir à la manière de l'encadrer en France et au niveau même international, parce qu'on n'est pas tout seul, peut-être malheureusement, je ne sais pas. Mais en fait, on progresse sur la typologie de clients et sur le type de contenu en suivant les évolutions de la technologie. Donc, comment utiliser l'IA pour localiser ces contenus d'animation ? Donc, il faut déjà comprendre et prendre en compte les limites actuelles. Donc, je remercie parce que ça a l'air de fonctionner au niveau stabilité du câble. Là, je vais vous prendre un exemple, par exemple, d'une animation très courte, un extrait. Ça, j'ai pris l'animation qui était en anglais, elle est passée dans le système, il n'y a eu aucune modification qui a été faite. Et vous avez noté des éléments un peu gênants, vous allez voir. Qui suis-je ? J'ai été le premier enfant de parents qui rêvaient d'une famille unie et nombreuse. Et je me suis habitué à avoir plus de choses que je n'en avais besoin. Ma façon de leur répondre était d'être le meilleur en tout. J'ai commencé à chercher plus d'indépendance. L'acte d'écrire m'a permis d'inventer ce lieu particulier. Un jour, j'ai décidé de diriger mon regard bien au-delà. J'ai pris conscience qu'il y avait de nombreuses compétences, comme apprendre à jouer de la guitare, que je ne maîtrisais pas encore. Donc là, concrètement, on est loin de la démo que l'on peut trouver sur Internet, chez tous les fournisseurs, où en fait le truc est nickel, vous êtes prêts, c'est magique, j'ai appuyé sur un gros bouton rouge et puis j'ai mon truc nickel. Concrètement, si on attend la même qualité que ce que vous proposez aujourd'hui sur la partie localisation, ce n'est pas suffisant. Les technologies s'améliorent, on en parlera à la fin, mais du coup aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a une étape d'édition qui reste nécessaire dans la majorité des cas. En plus, là, on reste quand même sur un contenu assez simple, où il n'y a pas des superpositions d'interlocuteurs, là, il n'y a pas de sujet au niveau du lip sync, et on voit qu'il y a quelques modifications à faire. Donc ça, c'est un point de vigilance. Pour éviter d'être déçu, il ne faut pas non plus rêver de quelque chose de magique. Ce n'est pas de la magie, c'est de la technique. Donc c'est de la technique qui doit être maîtrisée par les personnes de l'industrie. Et donc, nous, l'intérêt
qu'on voit avec ces technologies, c'est de les intégrer dans le workflow et d'arriver à proposer des outils qui permettent de monter la qualité pour aller plus loin. Et donc, par exemple, là, c'est l'éditeur qu'on a construit. Et je vais vous montrer, par exemple, il y a une phrase qui est dans l'extrait que vous avez vu. Et je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai commencé à chercher plus d'indépendance. Donc là, là, on voit que, je le remets. J'ai commencé à chercher plus d'indépendance. Là, il y a un petit accent québécois sur la fin, qui est très bien connu sur les modèles comme Eleven Labs, qui est le modèle utilisé là et qui est utilisé par la majorité des acteurs actuellement. J'ai commencé à chercher plus d'indépendance. Là, dans l'éditeur, je vais pouvoir enregistrer ma voix pour lui donner le ton et en fait la prosodie que je souhaite. Et là, ça va générer une nouvelle phrase qu'on va écouter en live. J'ai commencé à chercher plus d'indépendance. L'acte d'écrire m'a permis d'inventer ce lieu particulier. Et là, cette petite modification, du coup, qui se fait en quelques secondes, elle est vraiment, comment dire en anglais, game-changing au niveau du résultat final. Aujourd'hui, sur la majorité des solutions qui existent sur le marché, on se retrouve souvent dans des impasses. C'est-à-dire que le modèle, il nous donne ça, mais on est bloqué. On ne sait pas vraiment, on peut cliquer sur « Régénérer », ça va redonner quelque chose, mais on a du mal à interagir avec le résultat final. Et c'est là où on va plus loin, et c'est ça qui est intéressant. Et donc, j'ai fait quelques modifications. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait tout à l'heure dans le train. J'ai fait une localisation d'1 minute d'animation très, très rapidement. Et le résultat un peu amélioré, voilà ce que ça donne. Qui suis-je ? J'ai été le premier enfant de parents qui rêvaient d'une famille unie et nombreuse. Et je me suis habitué à avoir bien plus de choses dont j'avais vraiment besoin. Ma façon de leur répondre était d'être le meilleur dans tous les domaines. J'ai commencé à chercher plus d'indépendance. L'acte d'écrire m'a permis d'inventer ce lieu particulier. Un jour, j'ai décidé de regarder plus loin. J'ai pris conscience qu'il y avait de nombreuses choses que je ne maîtrisais pas encore, comme jouer de la guitare. Et là, on est sur quelque chose, je ne dis pas que c'est le même niveau de qualité qu'avec un enregistrement studio, avec des retakes importantes. On peut toujours faire mieux. Mais on arrive sur quelque chose qui, en tout cas, à être audible. On est loin de la première impression, comme tu disais tout à l'heure, sur le film généré par IA, où on s'accroche pour essayer de le regarder. En fait, on peut le regarder de façon naturelle. Et donc, ça, les principaux challenges avec l'IA, pour comprendre, c'est la qualité de la transcription et de la traduction. Puisque là, tout est fait automatiquement. Donc, c'est pas si simple d'avoir un truc où on a quelque chose de qualitatif au niveau de la traduction. Donc, des fois, il y a besoin de réajuster. La conservation de la prosodie originale, parce que nous, l'idée, c'est pas de remplacer l'acteur voix sur la création, sur l'enregistrement original. L'idée, c'est d'utiliser cet acteur voix en termes de guide, avec des accords. Donc, on en a parlé, c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans la première session. L'idée, c'est effectivement, c'est du contractuel. Hein. Il faut mettre en place des choses, comme le font les États-Unis depuis plusieurs années avec les grands films. Il faut prévoir avec les acteurs voix aujourd'hui des conditions. Ils ne seront pas tous d'accord, et ça, je le comprends, et c'est leur droit. Mais donc, du coup, prenez ça en considération à la création de l'animation en disant, voilà, nous, on a ce projet-là, c'est de la pédagogie, de l'explication, et si à la fin, c'est équitable, il n'y a pas vraiment de sujet. En fait, le problème, le vrai sujet, c'est parce qu'ils ont peur que ce ne soit pas équitable. Et sûrement, à tort ou à raison, je ne sais pas, ça va dépendre des gens et des entreprises avec qui ils travaillent. Mais forcément, il faut les garder dans la boucle, parce que moi, l'idée, c'est ils vont pouvoir donner l'intonation, la prosodie qui est voulue, ils vont pouvoir créer ce personnage, et derrière, on va utiliser ce travail-là pour le décupler sur différents marchés. Donc ça, c'est un sujet qui est important, parce qu'il peut être bloquant pour certaines créations. Il peut être bloquant sur certaines créations passées, mais du coup, c'est important de se poser la question maintenant. C'est de prendre en compte cette partie-là dans les contrats, la manière dont d'aborder le sujet sur les nouvelles créations. Donc, et c'est pour ça le cadre légal est un point qui peut être limitant sur certaines créations dont vous n'avez pas l'autorisation. Donc, soit vous repartez avec un acteur voix qui vous donne l'autorisation et vous refaites le doublage original,
Mais voilà, ça demande un peu d'investissement. Comment améliorer les résultats avec l'IA? On peut lui fournir le script. Nous, par exemple, dans la plateforme, si jamais vous avez le script, vous êtes capable de lui donner, il va tout time-coder le script, il va le traduire, et du coup, il va fournir un résultat plus qualitatif. Vous pouvez aussi avoir une stratégie dans le choix du contenu que vous allez doubler. En fait, n'allez pas prendre un contenu extrêmement complexe avec 15 personnes qui parlent en même temps, et de type télé-réalité avec du jargon ou autre, hein, si des animations qui s'inspirent de ce type de choses, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, même avec des équipes humaines, c'est compliqué. Donc, prenez les tâches simples, ça va être du film d'animation comme j'ai pu le montrer. N'excluez pas les gens dans les étapes de QC, les étapes de quality check, et c'est même un peu plus que du quality check actuellement, même si ça va s'améliorer. Actuellement, c'est une vraie phase d'édition. C'est 60% par IA, 40% par humain, et ça se réduit, ça dépend de la qualité attendue et du type de contenu. Et il faut... Combien? 4 minutes. Ouais, je suis très bien. Bien choisir son outil. Une petite démo rapide, une petite vidéo pour vous donner une idée du process sur la partie CheckSub. Donc là, on upload la vidéo, on va sélectionner les langues, et directement dans l'éditeur, on peut modifier les textes, on peut bouger les blocs, on peut séparer le MNI. Yes, we have you loud and clear now, by the way. Welcome to the space station. Sí, ahora te tenemos alto y claro. Por cierto, bienvenido a la estación espacial. Oui, nous vous entendons bien maintenant. Au fait, bienvenue dans la station spatiale internationale. Donc là, il n'y avait pas de lip sync, mais du coup, ça vous donne un peu une idée du process. On peut aussi séparer les MNI. Donc ça, c'est intéressant parce que parfois, du coup, la partie localisation, elle se fait en post-prod, elle ne se fait pas au niveau de la prod. Donc du coup, si vous envoyez, si par exemple, voilà, vous envoyez la création, il y a d'autres personnes qui peuvent aussi se charger de la localisation et ce type de contenu. La langue originale, là, c'était anglais. Anglais. Et nous, les prochaines étapes, ce sur quoi on travaille, c'est un meilleur modèle d'IA. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise les mêmes modèles. Il y a des accents québécois partout, et la prosodie, elle n'est pas conservée. Mais globalement, on a un modèle qui est actuellement une exclusivité mondiale. Je ne rigole pas, hein, c'est réellement là-dessus. C'est un modèle qui est capable de conserver la prosodie originale de l'auteur, c'est-à-dire que, enfin, de l'acteur. C'est-à-dire que si vous chantez, on va être capable de reproduire un chant dans une langue autre. Et du coup, on améliore très très largement le résultat final, et donc on minimise le temps de travail d'édition. Et en fait, la partie, donc j'ai pris le temps aujourd'hui de parler de la partie doublage, et en fait il y a plein de sujets au niveau de l'IA, vous dans votre rôle, en fait, d'arriver à inclure l'IA sur la création, même l'idéation des voix, donc même avec le travail avec les acteurs voix, ça peut donner des inspirations en donnant des prompts pour générer des voix, et puis pouvoir s'ajuster, ça donne des idées, un peu comme un tableau, et puis après, on peut faire du clonage de voix pour être capable de reproduire une voix qui a été créée un peu artificiellement et puis utilisée en continu. Il y a plein de sujets. C'est des sujets qui sont en train d'émerger. On est en train de voir le secteur qui s'organise. On a des initiatives qui sont aujourd'hui individuelles de quelques monteurs et autres qui vont faire, quelques animateurs qui vont faire des tests. Et puis en fait, ça se développe. Donc soyez très attentifs sur ce qui se fait pour suivre le secteur. Et puis peut-être même apporter votre plume à ces innovations. Florian, je te propose quelque chose. On va prendre les questions pour Com, et pendant ce temps-là, comme ça, tu as 3-4 minutes pour essayer de... Ouais, je vais essayer de voir, mais c'est Mac. On s'adapte. Hein. Voilà, alors dans la salle, est-ce que vous avez quelques questions? On va commencer par les questions pour Com, X et Immersion. Donc il y a une question au 3e rang. Ah oui, pardon. Voilà. Bonjour Com, merci beaucoup pour ta présentation. J'étais assez curieux de savoir où est-ce qu'on en était sur la création pure d'une voix. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as parlé tout à l'heure de l'actrice américaine qui a eu des soucis de ce côté-là. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va pouvoir mixer la voix de Scarlett Johansson à celle de Whitney Houston, avoir une voix du coup qui n'appartient au final à personne, même si c'est un mix de 2 ou de 1 million de voix?
qu'est-ce qui va se passer quand on va créer ces voix de toutes parts, que vous allez pouvoir mettre les émotions, l'acting, le timing, qu'est-ce qui va rester derrière? Alors, vaste sujet, excellente question. En fait, il faut que je sois plus proche. Ok. Excellente question. La problématique va revenir à la base de données. Un des seuls moyens d'assurer la propriété intellectuelle quand nous, on va créer des algorithmes pour des clients et générer du contenu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que la base de données d'entraînement des modèles est leur propriété intellectuelle. Et à partir de ça, ça veut dire que tout ce qui est généré a posteriori est la propriété intellectuelle du studio. Il y a une chaîne de propriété intellectuelle. Dans le cadre où on peut créer des modèles qui sont des mélanges de plein de voix, ça existe déjà. Il y a un exemple qui est les modèles d'embedding. Donc, pour donner un peu une image de ce que c'est, j'ai une énorme soupe de toutes les voix possibles qui a à peu près tous les goûts. Et on me donne une voix type, un exemple, donc la mienne ou quelqu'un de l'assemblée, peu importe. Et ce que le modèle essaye de faire, c'est le modèle goûte ma voix, se dit ça a un peu goût de soupe à la tomate. Où est-ce que dans ma soupe, ça ressemble le plus à de la tomate? Et il va piocher dans son modèle énorme un endroit où ça ressemble à ma voix. Je peux aussi dire au modèle, prends un endroit aléatoire dans l'énorme base de données que tu as, qui est donc un mix entre plein de voix, et ça va donner une voix nouvelle. Donc si aujourd'hui j'avais besoin de générer 1000 voix différentes, on pourrait le faire. La problématique, c'est, ok, maintenant, la base de données, elle appartient à qui? Elle a été construite par qui? Avec les voix de qui? Et selon quel droit? Et là, on va pouvoir retomber, il y avait une proposition de loi il y a un peu plus d'1 an, je crois, qui avait été faite sur cette idée-là. Est-ce que c'est possible de créer un peu un modèle à la SACEM où on va créer des énormes bases de données avec les voix de plein de personnes, on a récupéré les consentements de tout le monde, les proportions de la voix de chacun par rapport au grand modèle, et à chaque fois que ce modèle-là va être utilisé pour créer une voix nouvelle, on va rémunérer au prorata toutes les personnes qui sont rentrées dans cette énorme soupe. Donc ça, c'est une idée de solution. Après, ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est en termes de droit, c'est de faire des choses individuelles. C'est de dire, voilà, là j'ai besoin d'une voix d'une personne, ou que j'ai 5 acteurs et actrices à disposition, je vais mélanger toutes ces voix-là pour en fait faire une quinzaine de voix, et ils vont tous être rémunérés au prorata. Voilà, il y a des pistes de réflexion, technologiquement, il y a tout un tas de choses qui sont faisables, qui sont traçables, et après, il faut le mettre en place, et il faut que tout le monde dans la chaîne soit d'accord. Et ça, c'est aussi un autre sujet. Une seconde question. Vous levez la main, voilà, sur le côté. Bonjour. Tous les acteurs qui sont là, c'est par rapport à la reconnaissance de votre modèle. Est-ce que vous avez des moyens un petit peu de watermark pour reconnaître vos modèles, ce qui a été généré par l'IA, des cas type litige, moteur, scan, fausses informations? Très bonne question. Donc, est-ce qu'on peut reconnaître la patte de nos modèles? Dans les métadonnées, on peut faire des choses. On va pouvoir rajouter certaines informations. On pourrait même cacher des watermarks dans les fichiers audio. Ça fait partie d'une des choses que, il me semble, Thierry Breton avait demandé il y a quelques années dans les discussions sur les AI Act, entre autres. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose que nous, on a standardisé et qui n'est pas encore standardisé dans le reste de l'industrie, mais ça fait partie des sujets qui vont devoir être importants et être mis en place pour le tracking. Après, aujourd'hui, à chaque fois qu'un de nos clients génère quelque chose, nous, on sait qu'est-ce qui a été généré,
on a alors on ne va pas regarder, hein, mais on a une trace, on a des logs de tout ce qui a été utilisé. Donc, si on doit faire machine arrière pour remonter la trace de tout ce qui a été fait, c'est faisable. Mais c'est aujourd'hui, sur les échelles qu'on génère, c'est pas encore une problématique qu'on a eue. Mais ça va le devenir dans le futur. Je ne sais pas si vous faites différemment. J'en profite pour rebondir. Si jamais quelqu'un utilise votre service ou un autre, vous marquez pour l'instant pas le service. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'identifier que c'est un fichier généré numériquement. J'entends par là, si je suis un homme politique et que j'entends dire l'inverse de ce que je viens de dire, je vais me demander où ça a été fabriqué. Et donc aujourd'hui, vous n'avez pas d'obligation de marquer... Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation... Alors, il me semble... Hein, je ne suis pas... Je ne sais pas tout, mais il me semble qu'il y a pas... De ta connaissance actuelle. C'est ce que je dirais devant le juge. De ma connaissance, il n'y a pas d'obligation légale qui s'est cristallisée d'une manière spécifique et techniquement décrite. En revanche, nous, on a une traçabilité de tout ce qui est généré, donc on va pouvoir suivre tout ce qui a été fait et s'assurer qu'il n'y a pas eu de problème. On a d'ailleurs déjà eu des sujets là-dessus où on a vu que certaines générations venaient d'Ukraine, enfin de la zone de l'Ukraine proche de la Russie, et on s'est demandé en fait à quelle fin étaient utilisées nos technologies et comment est-ce que la personne qui avait cet API en fait était passée jusque-là. C'est vrai que c'était un VPN, donc tout allait bien. Mais dès qu'on a vu ce genre de choses, on s'est dit, ok, en fait, il faut faire attention. On ne peut pas impunément déployer nos technologies, les distribuer à n'importe qui et pas avoir des vérifications. C'est entre autres pour ça qu'on a une charte éthique qui protège, enfin qui engage nos clients. Des conditions d'utilisation, bien évidemment, mais l'obligation légale de marquage des fichiers, aujourd'hui, n'est pas obligatoire, aussi parce que... Donc la partie éthique, en fait, dépend que de vous. Vous n'avez aucune obligation éthique aujourd'hui? À ce jour, non. Il y a 2 ans, les sujets d'intelligence artificielle n'existaient pas. Donc le temps de mettre en place toutes ces choses, ça prend du temps. Mais c'est comme si hier, tu utilisais Premiere Pro pour créer une vidéo de propagande sur n'importe quel sujet. Tu n'avais aucune obligation d'Adobe de dire « Ah, cette vidéo a été créée avec Premiere Pro ». Parce qu'en fait, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui sont disponibles en open source. Et donc, en fait, c'est pas seulement... en fait, en passant beaucoup de temps, tu vas réussir à avoir un résultat qui est aussi qualitatif, parce que tu vas vraiment... customiser le modèle. Donc la problématique, elle est plus lointaine et elle est même à l'état de l'art. Il y a Google là, qui vient de publier un papier il y a quelques semaines sur l'intégration d'un watermark invisible qui permet de ne pas impacter l'audio tout en étant capable d'identifier la source du fichier. Et c'est notamment, eux, c'est ce qu'ils utilisent maintenant pour tout ce qui est modèle de génération. Mais jusqu'à récemment, il y en a encore certains, ils utilisent de la métadonnée, mais qui peut être supprimée par n'importe qui. Donc en fait, la question est plutôt de savoir comment est-ce qu'on s'organise là-dessus, comment est-ce qu'on arrive à avoir une solution un peu commune, en disant, si je veux vérifier la source de ce fichier, comment je fais pour le retrouver? Est-ce que je vais regarder dans les métadonnées? Alors peut-être que d'avoir une métadonnée, ça permet de vérifier en disant, ah tiens, ça vient de Libération, c'est certifié Libération, ok. Et quand il n'y a pas de métadonnées, peut-être que je me dis, ok, il y a un doute qui existe. Peut-être que ça sera une solution. Peut-être qu'il y aura une solution basée sur l'IA qui sera capable d'avoir une entrée et de dire, d'ailleurs, c'est ce qui s'est fait sur... il y en a qui ont fait ce modèle-là, par exemple sur l'audio. L'audio, aujourd'hui, tu as certains Amplify en France qui, du coup, ils ont fait un modèle qui te permet de remonter et savoir quel modèle génératif audio a été utilisé pour créer une musique. Est-ce que c'est Suno? Est-ce que c'est un autre? Mais c'est à l'état de l'art, en fait. C'est des sujets, et c'est un peu la partie défensif et offensif. C'est que du coup, tu en as certains qui essayent de bypasser ces solutions de sécurité, et puis du coup, tu as des solutions de sécurité qui essayent d'être de plus en plus sécures. Bien sûr.
Alors Florian, est-ce que on a quelque chose Je pense qu'en tout cas, ça marchait de mon côté. Todos en el teatro se quedaron en silencio. No sabían si la función iba a continuar. Donc là, par exemple, on a du coup un humain qui a enregistré cette voix en espagnol, avec une grande pause et avec une émotion un peu différente entre le début de la phrase et la fin de la phrase. Aujourd'hui, les modèles que vous allez avoir, comme Eleven Labs, voilà l'output qu'on a de base sans le toucher. Everyone in the theater stay in silence. Didn't know if the show was going to continue. Donc là, on passe sur de l'anglais. On a en fait une tension qui est la même tout au long de l'enregistrement et qui du coup est beaucoup moins fine que l'enregistrement initial. Et ça, vous pouvez l'entendre parce que vous êtes dans le domaine, et puis il y en a d'autres, en fait, ils vont dire « Ah, c'est génial, j'ai testé ça », mais en fait, s'ils regardent un film entièrement avec ce type d'intonation, ils vont tenir 2 minutes. Et le il y a un petit côté nasal, hein, quand même. Ah oui, non, mais totalement. Ouais, c'est... alors nous, le nouveau modèle sur lequel on travaille, là, il n'est pas encore passé par la phase d'entraînement avec de la data un peu plus massive, hein, dont on détient la propriété, ou sur de l'open source, qui est libre d'utilisation. Et donc, ce n'est pas la qualité de la voix que je vous demande de juger, c'est la capacité à préserver l'émotion originale et la prosodie originale. Everyone in the theater stayed in silence. Didn't know if the show was going to continue. Donc là, on est sur un modèle qui est encore expérimental, qui n'est pas passé dans la phase d'entraînement. On est en train on va démarrer la phase d'entraînement là dans les prochains jours, mais on a quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus agréable, en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Oui, tout à fait. Ça va. Et tu pourras peut-être regarder un film IA avec une voix IA sans trop... Non, mais là, je trouve, oui, il y avait une intonation. Il y avait un flux, en fait, un flow, tu vois. Et on n'est pas sur un truc un peu robotique. Et en fait, les modèles, parce que tous les modèles qu'on peut voir actuellement sur le marché, c'est des modèles text-to-speech uniquement. C'est-à-dire qu'on donne un texte et il vous donne un audio. Et le problème, c'est qu'en fait, l'audio source, vous avez la partie clonage, mais en fait, le modèle va essayer d'imaginer des blancs, d'imaginer des intonations qui viennent de ces datas, mais il ne va pas reprendre celles d'origine. Mais en fait, nous, ça ne nous arrange pas en fait, quand on veut cibler un audio source ou qu'on veut reprendre une émotion spécifique. Donc voilà, on a pu... merci hein, pour l'audio. Bravo, merci. Alors maintenant, nous allons passer la parole à Rodolphe Ploquin, qui s'occupe de l'animation et de la post-production chez Transperfect, et qui sera... alors, vous allez faire une présentation à deux, quelque part, avec Paul Waterbled, qui est le directeur technique images et son, également chez Transperfect. Voilà, à vous la parole. Voilà, on va quitter un petit peu le monde de l'IA générative pour parler images et son. On va axer notre présentation plutôt sur le HDR, le High Dynamic Range, et aussi parler des outils Dolby Vision, Dolby Atmos. Voilà, donc nous sommes Transperfect Media, je suis Rodolphe Ploquin, je m'occupe de post-production animation, direction de post-production, direction commerciale. Nous sommes présents à Paris, Angoulême, où nous faisons de la post-production son et nous voudrions bientôt faire de la post-production image à Angoulême, et nous sommes présents aussi à Rennes et à Tourcoing. Donc nous faisons aussi du doublage, de la restauration de films avec un labo numérique et photochimique. Donc nous avons titré le HDR dans l'animation une révolution de l'image. Alors en tout cas, si ce n'est pas une révolution, c'est une évolution majeure dans la qualité d'image, le HDR. Ça permet une image plus lumineuse, plus contrastée, plus riche en détails et plus réaliste. C'est un rendu qui a été possible avec les nouvelles technologies d'écran, OLED, QLED, micro-LED. Et nous pensons que c'est une technologie, le HDR, qui est particulièrement bien adaptée aux productions d'animation. Mais malgré tout, nous constatons qu'il y a encore assez peu de contenus, assez peu de productions qui sont lancées en production en HDR.
Dans nos échanges avec les producteurs, avec les studios, on voit qu'il y a beaucoup de méconnaissances, de malentendus et même de fausses idées à propos du HDR qu'on confond souvent avec la résolution, avec l'UHD, avec le 4K. C'est pas la même chose. C'est vraiment intéressant de se pencher sur le HDR. Le monde du jeu vidéo a depuis longtemps s'est emparé de cette technologie-là avec le HDR et l'Atmos. Ça fait un moment que les studios produisent en HDR et en Atmos dans le jeu vidéo. Et en France, moi je pense qu'on prend un peu de retard. Donc pour moi c'est déjà un petit peu alarmant, alors que la mise en place des workflows HDR, c'est pas si complexe, ça demande de la précision, ça ne demande pas beaucoup de ressources supplémentaires, on va vous l'expliquer. Et en tout cas, les enjeux sont assez forts. Parce qu'il y a les enjeux artistiques, donc améliorer la qualité des œuvres, économiques, parce qu'il faut répondre aux besoins de l'industrie et des futurs standards de diffusion. Netflix demande depuis longtemps des contenus HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, Canal+, maintenant, et puis un grand nombre de plateformes, et ça va se standardiser, ça c'est certain. Donc il faut, je pense, rapidement se pencher sur le sujet. Au niveau des coûts qui sont souvent aussi un sujet qui fait débat sur ces nouvelles technologies HDR et Atmos, de plus en plus on arrive à maîtriser ces coûts, pour qu'ils soient à peu près ce qu'on connaît sur une production classique telle qu'on l'a fait aujourd'hui en SDR pour l'image, HD, SDR ou UHD, SDR, et le son 5.1. Donc ça, avec un travail sur des méthodes de travail, sur des nouvelles méthodes de travail, sur l'utilisation de ces outils et sur la performance de ces outils qui évoluent et qui nous aident, parfois avec de l'IA d'ailleurs, qui n'est pas générative mais qui est de l'IA. Voilà, c'est aujourd'hui un sujet qui est vraiment très présent et qui est un sujet pour l'avenir et pour l'avenir de l'industrie de l'animation. Je vais tout de suite laisser la parole à Paul, parce que donc il va vous faire une synthèse sur notamment le HDR, sur le Dolby Vision, sur le Dolby Atmos, entre autres. Voilà, donc il y a pas mal de choses à dire. Je te passe la parole tout de suite. Donc Paul est directeur technique de l'image chez Transperfect. Bonjour à tous, merci d'être là. Effectivement, comme disait Rodolphe, on va passer un petit peu en revue l'état du HDR. On va d'abord commencer à se poser la question pourquoi du HDR, pourquoi est-ce qu'on a ce besoin, on a eu cette envie de travailler l'image pour pouvoir agrandir la colorimétrie et la luminance. Regarder l'état du parc HDR, est-ce que ça sert à quelque chose de fabriquer du HDR? Rentrer un petit peu dans le signal HDR, voir ce que ça peut apporter dans l'animation. Et enfin, comment est-ce qu'on génère de l'animation dans un pipeline HDR? Donc, qu'est-ce que le HDR? Alors, le HDR, c'est la possibilité d'afficher une image plus lumineuse et plus colorée. Et c'est tout. Ce n'est que la possibilité. Vraiment, ça, c'est quelque chose de très important. Le HDR n'est pas un look. Il n'y a pas un type d'image HDR. L'idée, c'est de ne jamais pouvoir dire « cette image est HDR ». On peut dire qu'une image est HDR lorsqu'elle est poussée dans ses retranchements et qu'on voit que les couleurs sont très saturées, que la luminance est très forte. Mais le HDR, c'est pas un look. C'est vraiment un espace de jeu dans lequel vous pouvez exprimer tout votre savoir-faire et tout votre talent, mais ce n'est pas du tout un look. Tous les types d'images peuvent se prêter. Le HDR, c'est une palette plus grande, un espace plus grand, mais également une densité, donc avec des micro-contrastes, avec des micro-couleurs, des micro-transitions supérieures, qui font que toutes les images, si elles sont travaillées de bout en bout en HDR, seront plus jolies qu'une image faite en SDR, puisque du coup, il y a des dégradés supérieurs, des contrastes supérieurs, des micro-contrastes. Ça peut être une image à très faible contraste, mais quand même avec des micro-contrastes dans l'image qui vont être accentués et qui vont du coup la rendre plus intéressante. Donc le signal HDR. Avant tout, on sait tous, on ne voit pas tout le spectre lumineux. On ne voit pas l'infrarouge, on ne voit pas les ultraviolets, on ne voit que la partie de l'arc-en-ciel, enfin, que l'on appelle arc-en-ciel, qui est représentée là.
Et en plus, on ne le voit pas de manière uniforme. Grâce à des capteurs qu'on a au fond de l'œil, les cônes qui capturent la luminosité, la couleur, et les bâtonnets qui capturent la luminosité, on voit la couleur avec des sensibilités différentes. Par exemple, on est très peu sensible au rouge, parce que le rouge, certainement, dans l'évolution, ça voulait dire danger, qu'on n'avait pas tellement besoin de quantifier le danger. Danger, c'est danger. Donc, voir que c'était du rouge, ça suffisait. Par contre, être très sensible au niveau du vert, du jaune et de ses évolutions, ben, ça permet de pouvoir se nourrir, ça permet de voir l'évolution de la maturité d'un fruit. Donc du coup, c'est pour ça que l'œil a développé plus de cônes, plus de bâtonnets sensibles au jaune et au vert qu'au rouge. Et en plus, l'iris fait en permanence, s'adapte à la luminosité ambiante. Le cerveau, lui, enregistre ces images sous forme de couches, et donc du coup nous donne une impression d'une image très contrastée, alors qu'à aucun moment l'œil n'a vu cette image aussi contrastée. Donc l'iris s'adapte, le cerveau fait du bracketing, la couleur n'est vue que dans le centre, on ne voit pas en couleur en périphérie, on voit en noir et blanc. Quand on balaye une scène du regard, le cerveau enregistre les couleurs et va traquer les couleurs dans notre vision périphérique, mais dans notre vision périphérique, on voit en noir et blanc. Donc en fait, on ne voit pas comme on croit voir. C'est le cerveau qui nous montre une image. Donc tout d'un coup, lorsqu'il faut figer la réalité sur une image, que ce soit une image animée ou une image de prise de vue ou une photo, comment est-ce qu'on fait pour rentrer cette réalité artificielle qui est composée par notre cerveau dans une image? Eh bien, on a besoin de technologies, d'agrandir la luminance, d'essayer de pousser les couleurs, de même essayer de passer plus d'informations pour quantifier les couleurs qu'on voit et moins pour quantifier les couleurs qu'on ne verrait pas, ça ne sert à rien. Donc du coup, cette image HDR, elle s'articule sur deux piliers, la couleur et la luminance. C'est ça qui nous fait une image telle qu'on la connaît, un pixel, il est formé à partir de couleurs et de luminance. La couleur, bon, ben, c'est l'espace colorimétrique, vous avez l'habitude d'utiliser du moins ce terme, il y en a plusieurs derrière, ça veut dire des choses différentes. Et l'EOTF, c'est la luminance, donc les espaces de couleurs. Il y a plusieurs représentations d'espaces de couleurs. Vous connaissez le REC 709, le sRGB, qui sont beaucoup utilisés en animation. En HDR, on va parler maintenant de P3 ou de REC 2020, qui sont des espaces beaucoup plus grands, avec beaucoup plus de paliers dans les demi-teintes, et qui sont capables d'encaisser une luminosité nettement supérieure. Le graphique que vous avez à droite, il faut regarder qu'il n'est pas à l'échelle, il est logarithmique. Le petit carré REC 709 s'arrête à 100, alors que le grand monte à 10 000. Je ne peux pas représenter sur cet écran les deux à l'échelle réelle, puisque le grand cube serait la tour Montparnasse à côté d'un paquet de cigarettes. Donc il faut vraiment garder en tête que le HDR, ce n'est pas un petit peu plus, c'est immensément plus. Le REC 709 couvre 35% de l'espace colorimétrique que l'œil voit. C'est pas beaucoup quand même. En DCI-P3, on monte à 45%. En HD, en REC 2020, on couvre 75% des couleurs perçues par l'œil humain. Donc c'est quand même extrêmement intéressant d'aller travailler dans ces espaces, parce que du coup, vous pouvez travailler toutes les demi-teintes, toutes les vibrances colorimétriques, et apporter une richesse, un réalisme. Quand je dis réalisme, je ne parle pas forcément de réalisme d'animation 3D, où le but c'est de faire une texture, un pelage qui paraît réel. Non, ça peut être le réalisme d'un trait de crayon, ça peut être le réalisme d'une texture d'un papier canson, ça peut être, voilà, on parle d'immersion. Toutes ces représentations que l'on voit, que ce soit à plat, que ce soit en cube, en fait sont fausses. Puisque dans la vie réelle, un espace colorimétrique, c'est un peu à ça que ça ressemble. C'est une nuée de points, et parce que si je reste là-dessus, j'ai quand même l'impression que ce que je vous vends, c'est du vert. Je vous mets plus de vert. Ok, super, mais bon, on ne va pas forcément faire des films d'animation qui soient vert fluo. Donc finalement, le triangle que je gagne en haut ne m'intéresse pas tellement. Mais non, parce qu'en fait, c'est de la densité de points. Donc on parle vraiment, ce qui est important. Effectivement, on peut aller jusqu'au vert fluo ultra saturé, mais c'est qu'on a à notre disposition tous les demi-points qui sont beaucoup plus denses, beaucoup plus serrés, et qui vont ajouter vraiment
de la vie aux animations. La luminosité, en HDR, la courbe, elle s'appelle une courbe PQ. Elle a été inventée par Dolby, PQ pour Perceptual Quantification. Donc ce que je disais, cette courbe, elle a été étudiée pour quantifier de la même manière que voit l'œil. L'œil ne voit pas de manière linéaire, ni la luminosité, ni la couleur, comme on l'a vu tout à l'heure, mais la luminosité, c'est pareil. Quand on monte très très haut, on n'a pas tellement besoin de quantifier. Par contre, dès qu'on est en basse lumière, on a besoin de quantifier pour éviter de voir un trou, pour tomber dedans. Donc du coup, quand on voit les courbes, on voit bien qu'on quantifie beaucoup plus, on s'arrondit sur les basses lumières, alors que sur le haut de la courbe, on a une partie plutôt linéaire, parce que c'est comme ça que réagit notre œil. Elle a été inventée par Dolby. Sa grande force, c'est d'être quantifiable en 12 bits. Alors pour ça, ça veut dire grosses économies, on verra derrière, mais la force, c'est qu'on peut faire du HDR en 12 bits. Par contre, il n'y a pas de rétrocompatibilité, c'est-à-dire qu'une image avec cette courbe, si je l'affiche sur une télé SDR classique, c'est moche. À l'inverse de ce qu'on pourrait penser, une image HDR sur une télé SDR, c'est pas ultra saturé, mais pas du tout, c'est l'inverse. On a l'impression de regarder du log, parce que du coup, la courbe n'est pas adaptée. On a la courbe jaune, qui est une courbe quasiment droite, et là, on affiche une image qui est représentée par la courbe violette, qui n'est pas adaptée pour la télé, donc l'image est moche. Donc, il faudra, avec une image HDR, si on veut l'afficher sur du SDR, trouver un moyen de le faire. L'image HDR est indépendante de la résolution. Vous pouvez faire du 8K, mais vous pouvez également créer en HD et en HDR. Pour l'instant, les studios l'autorisent. Ça risque pas de durer des milliers d'années, mais pour l'instant, tous les broadcasters et les plateformes acceptent que les studios créent en HD, HDR. Donc j'ai envie de dire, il ne faut pas se priver de cette opportunité. Ça ne va pas durer encore pendant 10 ans. Effectivement, le 4K, la UHD pousse, mais c'est possible. Ne serait-ce que pour faire des créations intermédiaires, vous pouvez très bien créer en HD et faire des rendus finaux en UHD si vous le souhaitez. Mais bon, pour l'instant, on peut créer en HD. Comme j'ai dit, la courbe PQ, elle est 12 bits. Donc du 12 bits, on peut sortir du ProRes 4444 ou du DNX HR en HDR. Ça pèse pas plus lourd qu'une image SDR. Il faut se sortir ça de la tête. C'est une quantification en 12 bits. Comme toutes les images 12 bits, c'est pas plus lourd. Et enfin, on n'a pas besoin systématiquement d'un son Atmos. En cinéma, Dolby Cinema, oui, vous êtes obligé d'avoir un film qui a une image HDR Dolby Cinema et un package Atmos. Par contre, pour du contenu télévisé ou plateforme, il n'y a pas besoin de contenu Atmos. On peut très bien avoir un contenu HDR avec un mix 5.1. Bon, stéréo, il y a plus grand monde qui les accepte, mais bon. C'est quand même mieux si vous avez un contenu Atmos. Ça va participer à l'immersion, à la qualité globale du film. Les deux types d'HDR qui sont sur le marché, le HDR10 et le HDR Dolby Vision. Le HDR10, il a une métadata statique, et le HDR Dolby Vision, il a une métadata dynamique. Tous les deux, après, sont dans les mêmes espaces colorimétriques, le Rec 2020 P3, le Rec 2020 ou le P3, et ils utilisent la courbe PQ. La différence entre cette courbe dynamique et cette courbe statique, une courbe statique, la métadata statique, c'est en fait juste deux informations. Quelle est la luminosité moyenne maximale de l'image la plus lumineuse et quel est le pixel le plus lumineux. En gros, ça ne donne qu'une information, c'est pour être sûr de ne pas cramer la télé. Mais c'est tout. Tout ce qu'on veut, c'est la moyenne la plus lumineuse de l'image la plus lumineuse et le pixel le plus lumineux. Autrement dit, sur un film de 90 minutes, ça ne donne pas quand même beaucoup d'informations. Surtout qu'il suffit que le film ait un fondu au blanc et vous avez les deux chiffres qui sont les mêmes, un pixel blanc et une image toute blanche dont la moyenne est blanche. Du coup, les deux informations sont la même, donc ça n'apporte vraiment pas de plus. C'est juste une contrainte technique pour être sûr que ce programme ne va pas cramer la télé. Je n'ai pas un pixel à 10 000 nits, alors que ma télé n'en encaisse que 1000. Donc je ne vais pas faire fondre la dalle. L'électronique bridera, mais voilà, c'est juste cette info. Alors que le Dolby Vision,
Via une étape d'étalonnage et une étape de trim pass, ben en fait, vous allez créer une métadata dynamique qui va pouvoir quantifier chaque image. Ça marche au plan, mais on peut rentrer jusqu'à chaque image, va avoir son information de luminance, pour que tous les appareils compatibles Dolby Vision s'adaptent et affichent l'image au mieux de techniquement ce qu'ils peuvent faire. Donc c'est vraiment une métadata qui accompagne le fichier, qui va prendre la main sur la télé, sur les réglages. Certains vont avoir une télé en mode dynamique avec des couleurs ultra saturées. Et lorsque vous allez arriver sur Netflix ou n'importe quelle plateforme, que le contenu Dolby Vision va être détecté, que la métadata de Dolby Vision va être détectée, la télé va enlever ce réglage horrible qui a été mis par celui qui s'assit sur la télécommande. Et pour respecter les intentions du réalisateur, du chef opérateur, de l'étalonneur, donc du coup, ça va vraiment faire que la création visuelle est respectée et peut s'afficher au mieux. Le réalisateur et le chef opérateur, quelque part, rentrent dans le salon de tout le monde pour dire, voilà, c'est comme ça que je veux que tu le regardes. L'intention que je veux que tu te faire passer, c'est comme ça. Donc pourquoi faire du HDR? Parce qu'on parle de HDR, mais est-ce qu'il y en a? Où est le HDR? En fait, le HDR, il est partout. Partout, partout, partout. Je ne sais pas combien on est dans cette salle, je suis sûr qu'on est tous à 100% équipés de HDR. On n'a peut-être pas tous une télé HDR à la maison, on a tous des téléphones qui sont HDR, on a quelque part une tablette qui est HDR, pour mon cas, mon ordi, mon téléphone sont tous les deux HDR. Cherchez bien dans votre entourage, vous avez peut-être une voiture qui est HDR. Parce que c'est le cas, aujourd'hui il y a des écrans dans toutes les télés. Toutes les marques de voitures vendent des écrans HDR dans les télés. Donc le HDR est vraiment en train de rentrer partout. Tous les services de diffusion sont compatibles HDR. Quand je dis tous, évidemment, je pousse un peu dans les retranchements. Mais quand on voit, et tous vont arriver. Ces images sont de 2023, je n'ai pas trouvé de plus récentes, donc il y a des chiffres qui ne sont pas tout à fait à jour. Notamment sur cette slide-là, les chiffres sont faux. Ils sont nettement supérieurs. En 2023, 1,6 milliard d'équipements étaient compatibles Dolby Vision. Donc si on rajoute le HDR10 en plus, ça explose. Et quand on dit que maintenant on est 1 an plus tard avec le nombre de ventes, aujourd'hui, le seul chiffre que j'ai trouvé, c'est 70% des écrans vendus sont HDR. Quand on dit écran, on tient compte de l'écran qui est sur la machine à laver que vous avez. Donc si on enlève ces écrans-là, les écrans faits pour afficher des images, on doit être à 90%. Certains sont bridés pour des raisons logicielles, parce qu'on n'a pas besoin d'afficher ces images, mais aujourd'hui, les constructeurs, il faut savoir que les waffles d'écran, ils sont tous HDR. Ah oui. Paul, est-ce que je peux poser une question à la salle avant que tu abordes ton point suivant? Dans la salle, combien y a-t-il de personnes travaillant dans des studios qui produisent des contenus en HDR? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. D'accord, alors je vais arrondir. Il y a 15 personnes sur plus de 300. Quoi. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de terminaux que de gens qui travaillent en HDR. Parce que trop de gens se disent encore, est-ce que ça vaut la peine d'y aller, sans réaliser qu'on a tous quelque chose qui... Voilà, c'est comme si... C'est un peu, j'imagine, qui s'est passé, je ne l'ai pas connu, mais le passage à la couleur, en noir et blanc. Donc c'est un sujet qu'il faut qu'on développe. Et donc là, maintenant, c'est pourquoi le HDR dans l'animation. Et je pense que tu vas aussi nous dire comment un studio peut s'équiper pour prendre le HDR. Donc pourquoi la qualité visuelle accrue, se différencier sur un marché? Comme on a vu aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui font du HDR. Mais tout d'un coup, le produit HDR va se différencier. Et en plus, c'est un standard qui est durable. Il est là depuis maintenant un bon moment et on s'est équipé et il n'est pas prêt pour changer. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte des jeux d'ombre, des jeux de lumière, des jeux de micro-contraste, l'accentuation des détails pour choisir enfin
exactement le bon trait avec la bonne épaisseur, le bon gras du trait de crayon comme vous l'avez voulu. Voilà, ça permet vraiment tout ça, les focus visuels. Et enfin, ça va permettre une marge de création de choses où on n'imagine même pas que l'on va pouvoir faire avec ces couleurs et ces espaces. Donc vraiment, il faut voir le HDR non pas comme une contrainte technique, mais comme un amplificateur artistique. C'est vraiment ça. C'est quelque chose qui va vous aider à créer parce que vous allez avoir plus de choix dans les curseurs. C'est vous gardez vos curseurs, ils ont juste plus de sensibilité, plus de finesse, plus de richesse. Vous allez arriver plus facilement à ce que vous voulez faire. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il faut pour gérer et fabriquer? En gros, vos outils de conception, ils sont tous HDR. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, il faut forcément un écran HDR. Pour regarder une image HDR, ben déjà, il faut un écran HDR. Et il faut une chaîne colorimétrique bien gérée. Ça, c'est pas propre au HDR. En SDR, c'était la même chose. Mais on s'est un peu quand même déprofessionnalisé depuis ces 10 dernières années. Je suppose que si je pose la même question dans vos studios, qui calibre ces écrans toutes les semaines? Qui a des color scientists? Voilà. Pourtant, vous êtes en SDR. En SDR, il y a aussi besoin de calibrer un écran. Il y a aussi besoin d'un color scientist. Il n'y a rien qui change entre le SDR et le HDR. Maintenant, on parle de P3, de REC 2020. Avant, on parlait de REC 709. Mais ça ne change pas. C'est juste que ces 15 dernières années, on s'est déprofessionnalisé. Et là, avec le HDR, l'espace de jeu étant plus large, les dérives peuvent être un peu plus faciles et surtout plus grandes. Donc, on a un peu besoin de se reprofessionnaliser. Donc, des outils sont à notre portée. Bon, les écrans, sur les écrans de référence, il n'y a pas débat. Pour l'instant, il n'y en a que 2. Il y a d'autres modèles qui arrivent, mais pour l'instant, il n'y a pas débat. C'est le Sony et l'ISO Prominence. Ça coûte très cher, je suis d'accord. Vous ne pouvez pas équiper tous les graphistes avec ça. Il n'y a pas besoin. Ça, c'est juste pour les étapes de masterisation et de finishing. En étalonnage, il y a des labos de post-production comme nous qui sommes équipés, qui les faisons calibrer tous les jours. Par contre, en écran de production, comme on a vu, vous êtes tous équipés déjà de HDR. Donc, en fait, sans le savoir, vous avez quelque part tous déjà un device qui peut afficher un écran. Générer une image HDR, se l'envoyer sur un iPad Pro. L'iPad Pro est considéré par tous les studios comme un outil agréé pour faire de la calibration. Netflix nous demande de valider les programmes que l'on étalonne en HDR sur des iPad Pro. Netflix va accepter qu'un chef opérateur soit au bout du monde avec un iPad Pro et qu'un étalonneur lui envoie une image dessus pour qu'il valide. Donc ça paraît tout bête, mais voilà, une télévision bien intégrée dans une chaîne bien calibrée. Alors, encore une fois, il faut la calibrer. Si on la sort du carton, qu'on la branche et qu'elle est en mode démo Chedarty, ça ne sera pas joli. Mais c'est possible, à des prix différents. Donc il n'y a pas que les studios hollywoodiens qui peuvent passer au HDR. Comme je vous dis, vous êtes tous équipés et vous n'êtes pas des studios hollywoodiens, mais c'est juste que le device n'est pas intégré dans votre chaîne de création. Mais quelque part, le device, vous les avez. OpenColor.io, alors c'est pas le seul outil, mais c'est un outil très utilisé, notamment par chez vous. Je vais accélérer un petit peu parce que je sais que le temps tourne. Avant tout, c'est une bibliothèque open source. Ce qui est plutôt bien de pouvoir éviter de donner de l'argent aux GAFA qui en ont assez. Ça permet d'adapter la colorimétrie des différents outils aux différents écrans, donc de créer une chaîne harmonisée. OpenColor.io ne fait pas tout le boulot, mais si on calibre l'écran, on va rentrer la calibration dans OpenColor.io, on va pouvoir mettre des luttes, on va s'assurer que notre rendu est cohérent. Si on veut travailler sur un écran SDR, parce qu'on ne fait que de la rotoscopie et que quelque part on n'a pas besoin de la luminance, de la colorimétrie, on fait que, on peut très bien se brancher sur un écran SDR, avoir OpenColor.io qui nous fait une conversion vers du SDR. On passe à la colorimétrie, on a besoin là d'avoir un écran HDR, on change l'écran, on demande à OpenColor.io de maintenant nous afficher l'image en HDR et l'image sera HDR, sera droite. On va se retrouver sur la même colorimétrie et du coup tous les logiciels, que ce soit le texturing, tout ça, vont afficher la même image. Le but étant de, là j'ai 2 écrans devant moi, ils sont pas du tout, j'ai pas la même image, pas la même colorimétrie, pas la même luminance. Si l'un crée sur ça et puis que je passe mon trait à l'autre, l'autre dirait c'est fade et désaturé, alors que c'est juste l'écran qui est mal calé. l'ACES, un autre outil qui est à la disposition, pas non plus indispensable, mais un outil, qui lui est un outil d'échange, un outil de travail, qui est un espace colorimétrique très très large, comme on l'a vu tout à l'heure. Lui, il englobe tout l'espace colorimétrique que voit l'œil. Toutes les couleurs capables de voir l'œil rentrent dans les primaires de l'ACES AP0.
Donc en plus, ça permet un format de masterisation pour le futur, parce que même si demain des espaces colorimétriques supérieurs existent, ce que l'on a quantifié dans l'ACES, c'est ce que l'œil voit. Ce qui n'est pas dedans, l'œil ne le voit pas. Donc faire un espace colorimétrique qui affiche des couleurs qu'on ne voit pas, ce n'est pas tellement utile. Et c'est aussi un outil multiplateforme qui est compatible entre plusieurs logiciels, donc qui permet d'avoir une harmonisation justement de tous ces outils qui vont se mettre à travailler dans les mêmes espaces colorimétriques avec les mêmes outils pour s'intégrer complètement et avoir une cohérence, que chacun de vous, quelle que soit l'étape de création qu'il soit dans la chaîne de production et de fabrication d'images animées, eh bien, il voit exactement la même chose, il voit ce qu'il doit voir. Et enfin, on va finir un petit point sur l'Atmos, parce que l'Atmos est quand même une expérience très immersive qui permet de rajouter, je le mets vraiment en complément avec le HDR, puisque tout ce qu'on a parlé sur le HDR est tente de rendre une image plus vivante, de faire partie immersive vraiment. Et là, l'audio Atmos va vraiment participer à cette immersion, avec un son qui est global autour de nous, qui va vraiment accentuer les effets visuels, qui va permettre une expérience uniforme, qui va donner une signature sonore à vos films, un impact émotionnel aussi nettement supérieur. On sait bien que la musique, on entend les musiques du Dans de la mer, on a l'angoisse qui monte, et ben, les ambiances sonores qui peuvent venir de l'extérieur, agrandir la fenêtre. Quand on repense à un film, on ne sait plus exactement le framing parce que le cerveau a agrandi l'écran, et le son Atmos permet vraiment justement d'étirer cette image à 360 degrés et amener l'imaginaire derrière nous, puisque on a du son. On a vu en 2023 2,6 milliards d'appareils étaient déjà compatibles Dolby Atmos. Donc la question de l'accessibilité, aujourd'hui, si vous masterisez en Dolby Atmos, les appareils sont déjà là, ils sont déjà chez les gens. Encore une fois, que ce soit via un téléphone, via une voiture, via n'importe quoi, les appareils sont là. La compatibilité, ça s'adapte à tout type de salle, tout type d'environnement, tout type d'équipement. Une salle à 100 enceintes ou une salle très grande dans un complexe américain à 1000 enceintes, l'outil va s'adapter. Vous pouvez décliner au binaural. Les films d'animation, moi je vois autour de moi dans le métro, je vis à Paris, énormément de gens regardent des contenus d'animation sur leur téléphone. Le binaural, l'Atmos permet de décliner du binaural très facilement. Donc en plus, tout d'un coup, vous êtes avec vos écouteurs et vous avez le son à 360 degrés en HDR sur votre téléphone. Ça paraît bête de dire que c'est le nouveau format de regarder des images, mais j'en vois tous les jours autour de moi des gens qui regardent ça, et je ne veux pas dire que j'en fais pas partie, mais si j'ai un truc à regarder, je vais utiliser ce laps de temps qui est quand même un temps assez perdu dans le métro pour regarder quelque chose. Donc comme tout le monde, j'en fais partie. Et autant avoir la meilleure expérience si possible. Il ne faut pas être puni parce qu'on est dans le métro sur son téléphone. Paul, pour terminer, une Merci. question. Est-ce que tu as connaissance d'un ou plusieurs projets de longs ou de séries qui seraient en 4K Atmos ? Oui. Ou alors tu n'as pas le droit d'en parler ? Oui, alors on n'a pas toujours le droit d'en parler. Enfin, on est sur des séries en post-production HD, HDR, qui sont en production HD upscalé 4K, mais produits en HDR et son Atmos. On pousse aussi beaucoup pour les longs métrages, parce que chez Transperfect, nous avons la chance d'avoir la seule salle en fait en projection HDR Dolby Vision, donc en partenariat avec Dolby, projection laser, et donc on peut étalonner, on peut produire un long métrage en HDR, sur toute la chaîne en HDR, y compris jusqu'à l'étalonnage, étalonner dans l'espace colorimétrique HDR, et après décliner les versions DCI-P3, télé, Rec 709. Une salle impressionnante, on y a été avec Véronique. Oui, qui est équipé aussi du coup de son Atmos. Voilà, donc on peut avoir vraiment cette expérience immersive de l'HDR et du son Atmos. Et oui, enfin, il y a quelques séries qui arrivent, sans doute pas assez. Enfin, on l'a vu tout à l'heure sur le mini sondage que tu as fait. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait, une majorité des productions devraient être lancées en HDR, quand bien même le contrat avec le premier diffuseur demanderait du HD SDR. Mais après, cette œuvre, cette production,
Dans 2-3 ans, elle est dans les catalogues, elle est toujours enfin, on peut la vendre à l'international, à différents diffuseurs. Et quand les producteurs, les distributeurs manqueront de programmes HDR, Atmos qui seront demandés par les diffuseurs, ça risque de poser un problème. Et quand on voit le temps de mise en production et de fin de post-production, voilà. Il va falloir qu'on passe la parole à la conférence suivante. Donc on va s'arrêter là et moi je vais vous faire un petit bonus sur cette session sur les nouveaux services et outils. Et avant, je tiens à féliciter quand même Anaïs Koch et Morgane Parisi parce que pendant toute la session, elles nous ont bien animés avec leurs dessins. Voilà, bravo. Et maintenant, je vais demander à Dimitri, qui est en régie. On peut les récupérer à la fin, les dessins? Oui, ils sont publiés chaque année sur le site des Radiraf. Et donc, j'ai demandé à Dimitri s'il peut passer un petit film. Donc, c'est un trailer d'une société qui s'appelle Wonder Dynamics. Et vous allez voir comment eux envisagent des outils pour le futur. Introducing Wonder Animation. Wonder Animation is powered by our proprietary Video to 3D Scene technology. Video to 3D Scene enables you to upload your edited sequence with multiple cuts, various shots, and reconstruct the scene in 3D space, matching the position and movement of each camera in relation to the characters and environment. This essentially creates a virtual representation of your live action sequence, containing all the camera setups, character, face, and body animation in one fully editable 3D scene in the preferred software of your choice, whether that's Maya, Blender, or Unreal. And of course, it still gives you, the artist, the freedom and control to continue making changes and edits without creating a black box. Wonder Animation not only speeds up the process, but for some of us, we hope it finally brings us closer to making animated films a reality. Voilà, alors pour l'instant, on ne sait pas ce que le futur nous réserve, mais c'est une piste. Vous filmez le réel, vous générez de l'anime, vous réintervenez dessus, vous pouvez changer vos cadres, changer vos points de vue caméra, modifier les positions de vos personnages. Et bien voilà, c'est la fin de notre session. Et ça fait en même temps du teasing pour demain.